Peu connu du grand public, le game designer britannique Mike Singleton est pourtant l'un des créateurs de jeux majeurs des années 80. Ce professeur d'anglais passionné d'informatique a en effet conçu certains des jeux les plus profonds et ambitieux de son époque, immergeant le joueur dans des univers riches et complexes. C'est particulièrement vrai dans le cas de la trilogie Midwinter, qui dès 1989 préfigurait les open world d'aujourd'hui. Midwinter se déroule à la fin du XXIe siècle, sur une Terre défigurée par un cataclysme cosmique. En 2040, un météore s'est écrasé sur la planète bleue, obscurcissant le ciel d'un linceul de poussière. Ce fut le début d'une nouvelle ère glaciaire, et l'humanité, fidèle à elle-même, commença à s'entre-déchirer pour le contrôle des quelques territoires encore vivables. La glaciation a également causé la baisse du niveau des eaux, faisant apparaître de nouvelles terres là où il n'y avait autrefois que l'océan. C'est ainsi que ce qui était jadis l'archipel des Açores est désormais une seule grande île, l'île de Midwinter. Dès 2060, alors que les nations et les gouvernements s'effondraient, Midwinter devint malgré elle une terre de salut pour les réfugiés venus des quatre coins du monde. L'île devint une nation à part entière, défendue par les volontaires de la force de police des villages libres. Mais évidemment, ça ne pouvait pas durer. En 2099, le despotique général Masters, toujours en quête de nouvelles terres à dominer et exploiter, a décidé de s'emparer de Midwinter. Le joueur commence sa partie dans la peau de John Stark, un membre de la force de police de l'île, qui lors d'une patrouille de routine est confronté aux forces de Masters en train de débarquer sur l'île. Traqué par les envahisseurs, Stark va devoir avertir le reste de la population et organiser la résistance contre Masters et ses légions. Comme quoi, dès qu'un hiver sans fin descend sur le monde, on peut toujours compter sur un Stark pour prendre les armes. Midwinter se présente sous la forme d'un jeu de stratégie et de survie en vue à la première personne, matiné de first-person shooter 3 ans avant Wolfenstein 3D. Le joueur peut utiliser ses skis pour se déplacer et faire feu avec son fusil de sniper pour éliminer les buggy et les avions de reconnaissance du General Masters qui quadrillent l'île. Avec son terrain de jeu de plus de 400 km², intégralement représenté en 3D polygonal, Midwinter n'est rien de moins qu'une prouesse technique pour l'époque. Le choix d'un univers enneigé est pour le coup très malin, puisque cela se traduit par de vastes étendues blanches, et la zone de rendu est également réduite en raison des lunettes de ski que portent les personnages. Oui, les personnages, car Stark ne peut pas tout faire tout seul. On pourrait même dire qu'il ne sait rien, John Stark. Blague à part, l'objectif du joueur sera donc de prendre contact avec les autres habitants de Midwinter et de les convaincre de l'aider dans sa lutte. Tous ces personnages ont des allégeances et des affinités. Par exemple, le professeur Christiansen ne rejoindra Stark que si son petit-fils fait déjà partie des résistants. Aux joueurs de prêter attention aux biographies des uns et des autres afin de constituer une équipe de choc, chacun ayant ses capacités propres, soigner, saboter, réparer, etc. Et le joueur devra contrôler manuellement toutes ses recrues grâce à un ingénieux système hybride entre temps réel et tour par tour. En effet, le jeu est découpé en sessions qui correspondent à une durée de 2 heures dans le monde de Midwinter. Le temps s'écoule en continu lors des déplacements en extérieur, et certaines actions feront passer le temps plus ou moins vite. Par exemple, se faire abattre par l'ennemi ne causera pas la mort du personnage, mais lui fera gâcher un temps précieux. Lorsque le temps est écoulé pour un personnage, alors le joueur bascule sur un autre protagoniste qui pourra à son tour agir pendant cette même tranche horaire, et ainsi de suite pour tous les membres de l'équipe. Une fois que tous les personnages ont joué, on synchronise les montres, et une nouvelle tranche de 2 heures commence, sauf qu'évidemment, entre-temps, le General Masters et ses troupes auront également progressé de leur côté. Au joueur de mettre au point une stratégie qui lui permettra, à plus ou moins long terme, de prendre d'assaut le QG de Masters et le détruire. Cette description ne fait qu'effleurer l'immense richesse du jeu. Le joueur n'est en effet pas limité au déplacement en ski, mais peut prendre le contrôle de divers véhicules comme une snowmobile ou un deltaplane, et même utiliser les téléphériques pour atteindre les hauteurs de l'île plus facilement. Chaque village propose diverses commodités, comme des maisons où il est possible de dormir ou manger, des usines qu'il faudra reprendre aux troupes du général, ou des entrepôts où récupérer des munitions ou de la dynamite. Les explosifs peuvent d'ailleurs servir à détruire la plupart des bâtiments du jeu. Les dégâts sont localisés. S'il est blessé au bras, le personnage visera moins bien. S'il est blessé aux jambes, il se déplacera moins vite. Lorsqu'il est trop amoché, le personnage sera immobilisé et devra être secouru et soigné par un autre personnage possédant les compétences adéquates, ou prendre le risque d'envoyer une fusée de détresse, quitte à finir capturé par l'ennemi. Midwinter est un jeu ouvert et il n'existe pas qu'une seule manière de triompher. D'ailleurs, certains superplayers sont parvenus à infiltrer la base ennemie uniquement avec Stark et une caisse de dynamite, et à mettre Master sur orbite, ni vu ni connu. Mike Singleton et son équipe donnent une suite à Midwinter en 1991. Sous-titrée Flames of Freedom, elle reprend la base du gameplay tout en proposant une expérience et une ambiance très différentes. Flames of Freedom prend place après la fonte des glaces.
L'île de Midwinter est redevenue un archipel, mais les valeurs qui animaient ses habitants survivent sous la forme de la Fédération Atlantique. La mission du joueur sera cette fois-ci de défendre la Fédération contre l'Empire saharien, une nation belliqueuse et esclavagiste. À la liberté totale du premier épisode, Flames of Freedom substitue une campagne plus structurée, durant laquelle le joueur devra libérer les îles de la Fédération une par une afin de stopper la progression de l'Empire. Le joueur a toutefois le choix de l'ordre dans lequel il veut se rendre sur chaque île, sachant que certaines sont plus dangereuses que d'autres, ce qui est symbolisé par des crânes sur la carte de la région. Aux mécaniques de jeu de survie font place un système proche d'un RPG. Le joueur crée son avatar en choisissant de mettre l'accent sur certaines compétences au détriment d'autres, et peut également personnaliser son apparence physique. Il n'est plus possible de recruter des personnages non joueurs pour se constituer une équipe, mais les interactions avec les habitants de la Fédération sont plus développées. Le joueur devra tour à tour utiliser la négociation, la coercition ou la séduction pour obtenir des informations précieuses ou du matériel, voire s'évader de prison. Parfois, en échange de son aide, un PNJ demandera que le joueur lui rende un service particulier, comme assassiner un certain personnage ou détruire une certaine installation. Au joueur de décider si la récompense offerte est à la hauteur du risque encouru. S'il est un point sur lequel les développeurs de Midwinter 2 se sont vraiment lâchés, c'est bien les véhicules. Désormais, le joueur a à sa disposition toutes sortes de voitures, motos, tanks, avions, hélicoptères, aéroglisseurs, bateaux et même sous-marins. Malheureusement, Flames of Freedom a également un gros défaut, tributaire de la richesse de l'expérience proposée. Les contrôles ne sont pas très intuitifs et l'interface se révèle lourde et compliquée, bien loin de la simplicité du Midwinter original. Malgré cet écueil, Midwinter 2 reste un jeu d'une profondeur hallucinante et un digne successeur du premier épisode. En 1992, Mike Singleton et son équipe réalisent le troisième épisode de la série Midwinter, Ashes of Empire, également connu sous le titre Fallen Empire dans certains pays. Contrairement à Flames of Freedom, qui portait bien le surtitre Midwinter 2, le nom Midwinter n'est ici mentionné nulle part. Car même si la filiation est évidente au niveau du gameplay, Ashes of Empire propose un univers totalement différent, toujours fictionnel, mais plus proche de la réalité de son époque. Ashes of Empire se déroule en effet dans une ancienne république soviétique, le CSR, ayant éclaté en une myriade de petits pays et provinces, désormais déchirés par des guerres civiles, coups d'état militaires et autres affrontements ethniques. Comme l'explique la longue introduction tandis qu'une belle version MIDI de l'Oiseau de Feu d'Igor Stravinsky joue en arrière-plan, le joueur est un agent des Nations Unies envoyé sur place pour mettre un terme à la crise et restaurer la démocratie. Ashes of Empire est dans la droite lignée de Flames of Freedom. On retrouve le découpage en plusieurs territoires, chacun ayant ses objectifs propres. Il s'agira par exemple de libérer une province de l'oppression militaire, de reconstruire certaines installations ou de réconcilier les différentes populations comme les Molden ou les Serves. Toute ressemblance avec de véritables peuples serait évidemment pas fortuite du tout. Le joueur aura encore une fois à sa disposition de nombreux véhicules lui permettant de se déplacer plus rapidement ou d'en découdre avec les forces ennemies. Malheureusement, à vouloir proposer une expérience toujours plus complexe, Ashes of Empire finit par en devenir ennuyeux et répétitif. Plus encore que dans Flames of Freedom, la lourdeur de l'interface devient une entrave au fun du joueur. Le jeu était vendu avec une VHS de 20 minutes expliquant le gameplay, ce qui n'est jamais bon signe. Ashes of Empire, malgré son ambition et le caractère résolument adulte de son cadre de jeu, est donc l'épisode le plus faible de la trilogie. Le jeu ne connaîtra d'ailleurs qu'un succès d'estime. L'expression « être en avance sur son temps » est souvent utilisée à tort et à travers, mais son emploi est tout à fait justifié pour parler de Midwinter et ses suites. Mike Singleton y posait les bases du gameplay qui a fait le succès planétaire des derniers Far Cry, Arma ou encore Just Cause. Presque 25 ans, une éternité, avant la sortie de ces jeux. Alors la prochaine fois que vous lancerez un open world proposant un cadre contemporain, ayez une pensée pour ce grand game designer britannique injustement oublié qui nous a quittés en 2012.